aujourd'hui donc titulaire de 2 doctorats. Vous êtes professeur émérite à HEC depuis maintenant pratiquement 30 ans. Vous avez été également professeur dans l'école concurrente à l'ESSEC. Et puis, vous avez également été directeur de Cambridge Business School, donc, qui est la fusion de Bordeaux et Marseille. Vous avez également rédigé beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages. Tout à l'heure, quand vous allez vous dévoiler, vous verrez qu'effectivement, l'arrière-plan de Charles-Henri montre qu'effectivement, il adore l'écriture. Vous verrez sa très belle bibliothèque. Charles-Henri, vous êtes également le président de l'AGRH, donc qui est l'association académique francophone de la gestion des ressources humaines, qui regroupe plus de 1000 enseignants-chercheurs dans plus de 15 pays. Et puis par ailleurs, point important, vous êtes également senior advisor chez l'un des plus grands cabinets de chasse, chez Korn Ferry, et vous intervenez régulièrement dans la formation et le conseil en Europe, mais aussi à l'extérieur des frontières européennes. Donc ce soir, eh bien, notre sujet, c'est de pouvoir évoquer évidemment cette crise, mais surtout de savoir un petit peu comment les organisations réagissent par rapport à cette crise et quelles sont les opportunités pour nous, là, ce soir, votre auditoire, les managers. Donc, je vais vous passer la parole, Charles-Henri. Donc, je vais remettre tout le monde sur mute pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite et de conversation en parallèle. La session de ce soir, vous l'avez entendu avec l'accord de Charles-Henri, elle est enregistrée. Donc, vous pourrez la voir après en mode replay. Et puis, Charles-Henri, je crois, est d'accord également pour transmettre à ceux qui le souhaitent la présentation qu'il va nous faire ce soir. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est Anne qui prendra le relais des questions. Donc, je vous invite sur l'icône en bas qui s'appelle « Converser ». Je vous invite au fil de l'eau à poser vos questions. Et puis, Anne Gaillard va les prendre et puis on tâchera de les organiser pour avoir une session interactive dans la deuxième partie de cette soirée. Charles-Henri, à vous. Merci encore. Et donc, je départage mon écran. Je départage. Voilà. Attendez, je partage. Voilà. Toc. Bien, bonjour à tous. Alors, juste 3 précisions. Je ne suis pas Christophe, professeur émérite depuis 30 ans, parce que si j'étais professeur émérite depuis 30 ans, ça voudrait dire que je serais à l'âge d'à peu près de 100 ans. Je n'ai pas encore, a priori là. Non, un professeur est émérite HEC pour certains mérites, on va dire, mais c'est surtout un professeur qui est en retraite. Hein, donc, c'est une petite distinction. L'école a été sympa, mais vous voyez, je vous disais, Christophe, que j'avais travaillé 4 jours entre jeudi, vendredi et lundi, mardi en Zoom pour HEC avec des DRH africains. Donc, vous voyez, je continue un peu à travailler pour l'institution. Hein. Oui. Alors, effectivement, je suis à HEC depuis près de 30 ans. J'étais avant à l'ESSEC. Et bon, j'ai un parcours académique, hein, j'ai 2 doctorats, donc il n'y a rien d'extraordinaire. L'AGRH, un mot sur l'AGRH, c'est quand même une association qu'on a co-créée avec quelques collègues et amis universitaires il y a 30 ans. Et à la fin, donc j'étais un des fondateurs, un des cofondateurs, et en fait, à la fin de ma carrière, ils m'ont proposé de présider cette association qui aujourd'hui subit la crise Covid, puisqu'on a dû annuler notre congrès d'octobre pour le reporter à début mars en espérant qu'il soit à Tours possible de le tenir. Ben non, on va le faire en digital. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai effectivement pris un petit rôle récent chez Korn Ferry. Hein, Korn Ferry, pas pour d'ailleurs la partie chasse de tête. Hein. Ils ont une activité qui est très intéressante, qui est autour du changement et du leadership, etc. C'est surtout sur cette activité-là. Hein, voilà. Alors, moi, la crise, je suis désolé, hein, mais je ne vais pas vous apporter dire des certitudes. Je crois que c'est plutôt un certain nombre de convictions. Hein. J'ai pu les partager. Et Christophe, je vous avais envoyé un certain nombre de petites chroniques que je publie régulièrement depuis 2 ans dans un journal RH qui s'appelle, un hebdomadaire qui s'appelle Entreprise et Carrière. Et il se trouve que le 23 mars, j'ai sorti une chronique et le rédacteur en chef… Exceptionnel. Hein. Allô? J'entends. Non, c'est un parasite encore, ça. Ah, d'accord. Et le rédacteur en chef, qui est un ami, m'a dit, écoute Charles-Henri, j'ai plus de chroniqueur, est-ce que tu peux m'en sortir une pour la semaine prochaine? Et en gros, j'ai sorti une chronique quasiment toutes les semaines du premier confinement. C'était assez rigolo à faire.
Et en fait, finalement, j'ai construit un certain nombre de, j'allais dire, de convictions. Maintenant, on est loin encore d'être certain, évidemment. Et même le Premier ministre, tout à l'heure, je vous signale, a annoncé que tous les lieux publics seraient fermés jusqu'au 7 janvier. Donc, il est hors de question d'aller ni au théâtre, ni au cinéma, etc. Il a annoncé quand même que la fête du Nouvel An ne serait pas, serait en couvre-feu à partir de 20h. Donc, ne pensez pas aller voir des copains le soir du 1er an. Par contre, le soir de Noël, il a quand même laissé une certaine liberté. Alors, rapidement maintenant, je vais passer les slides. On a à peu près une trentaine de minutes, Christophe, c'est ça? Hein, bon. Alors, ce que j'ai là, c'est simplement deux petites courbes que j'ai. Une première courbe que j'ai pris avant-hier sur le site du Monde. Vous voyez, on était à 68 millions de cas dans le monde. Et puis sur la France, on était à 11 000, mais vous voyez, hier, on était encore je dirais beaucoup plus haut. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'on était très loin des 5 000. Ce qui veut dire quand même qu'on est dans une situation qui reste préoccupante, mais paraît-il, selon le Premier ministre, un peu moins préoccupante que les autres pays d'Europe. Donc, espérons que les choses aillent quand même pour le mieux, mais ça nous interpelle. Alors, comme tout bon prof, je vais commencer rapidement par faire un petit cours. Alors, le petit cours, c'est, excusez-moi, oui, pardon. C'est qu'on a, on a parlé de beaucoup de choses dans cette période, et notamment au moment du premier confinement, les illusions du monde d'après. Alors, par exemple, le télétravail. Alors là, voilà quelque chose qui m'exaspère, hein, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai regardé ces questions du travail nomade. Notamment, j'avais une chaire à HEC dans les années 2002-2008 sur les outils nomades. Et dans ce que j'ai regardé, c'est évidemment la question du télétravail. Et ce télétravail-là, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, d'abord, ça a été un télétravail forcé. Et on a, et tous les gens qui disent que l'avenir du travail, c'est le télétravail, sont des gros rigolos pour moi, hein. Donc, en fait, ils n'ont pas pris conscience. Et il y a une relativement jeune philosophe qui dit sur France Info il y a quelques jours, je crois que c'était le 23 novembre, que le télétravail, c'est une forme de libération psychologique. C'est la plus belle bêtise que j'ai jamais entendue. Alors, maintenant, de dire que le télétravail n'a pas d'avenir, il a de l'avenir parce qu'un certain nombre d'entreprises, à peu près on évalue à 60% le nombre d'entreprises françaises qui ne faisaient pas de télétravail avant le premier confinement. Donc là, ça fait bouger les choses, mais de décider comme PSA de mettre tout le monde en télétravail, sauf les activités de production, évidemment, c'est la plus grosse absurdité que j'ai jamais vue. Le digital devenu une panacée universelle, sans doute, le digital nous a sauvés dans cette circonstance absolument dramatique, mais je suis loin de penser que le digital est la solution à tout. C'est la fin de la hiérarchie du management command and control. Je n'y crois absolument pas. Nos entreprises sont revenues d'ailleurs à des pratiques traditionnelles entre les deux confinements, mais malgré tout, je vais montrer qu'il y a des choses qui évoluent. Et puis, la priorité aux enjeux sociaux et environnementaux. Là, par contre, je dis que là, il y a sans doute des choses qui sont en train de bouger, et j'en voudrais pour preuve un certain nombre d'actions que je vois arriver, et notamment là, une initiative formidable. D'ailleurs, ma prochaine chronique lundi va être est co-rédigée avec Colline Debel, qui est une jeune HEC et qui a cofondé une start-up qui s'appelle Time for the Planet. Et Time for the Planet a l'ambition d'être un fonds d'investissement qui va financer des projets incroyables, de créer des entreprises, et ils ont un modeste objectif d'atteindre 1 milliard d'euros pour financer 100 entreprises à zéro CO2, etc. Et le grand retour du local, là aussi, quand on regarde un peu ce qui se passe, notamment dans les centres de distribution, on s'aperçoit qu'il y a du local, mais pas que. Alors, rapidement maintenant, je vais essayer d'être plus rapide. Alors, je commence comme un prof. Un prof, il peut parler que de modèles au début. Alors, ce que je crois, c'est que nous avons des modèles qui sont historiques, le modèle taylorien, hein, tout le monde parle de Taylor, mais personne n'en parle, j'allais dire, ne décrit réellement ce qu'a amené Taylor. Il faut savoir que Taylor a amené pour la première fois dans le monde industriel la distinction entre la conception, ceux qui pensent, et ceux qui exécutent.
Donc, c'est une conception, ce que j'appelle une division verticale. Tout le monde parle de Charlie Chaplin dans les temps modernes, la division horizontale, on le voit sur la chaîne. Ça, c'est important, c'est une conséquence du taylorisme. Mais le fond du système taylorien, c'est la distinction. Donc, on a ces gens qui ont parlé d'organisation. Après, on a eu les gens de la motivation. Et ces gens de la motivation, c'est Maslow, hein, le troisième nom qui est le plus connu. Chaque fois que j'interviens devant un public de dirigeants, quel que soit d'ailleurs l'endroit sur la planète où je suis, j'ai toujours Maslow qui arrive à 90%. Et bon, c'est une hiérarchie des besoins qui est très importante, certes. Alors, il y a des gens dont on parle beaucoup moins, c'est les adaptateurs, ceux qui adaptent. Et bien, pour moi, ils sont très importants parce que c'est la première fois qu'on a parlé d'environnement. Et Dieu sait aujourd'hui, vous voyez, avec l'impact de la Covid, pourquoi l'environnement est si important. Donc, c'est ces gens qui disent qu'il faut adapter l'entreprise à son environnement. Et puis, il y a la dernière école, on va dire, l'école de la responsabilisation. La responsabilisation, c'est des gens autour je vais dire, de Nayar, qui est un dirigeant indien exceptionnel, qui avait écrit il y a 10 ans ce chef-d'œuvre qui s'appelle Employees First, Customer Second, employé d'abord, client ensuite. Et puis mon collègue Gates de l'ESCP qui a proposé l'entreprise libérée, dont je ne suis pas un très chaud partisan, pour être très clair. L'idée est géniale, sauf que je trouve qu'elle a été assez mal marketée. Et ce qui me semble important dans la crise, par contre, c'est effectivement qu'on a vu des mouvements incroyables j'allais dire, de responsabilisation, des gens qui ont pris des risques, etc. Et donc, je pense que cette crise va faire bouger un peu les lignes, hein, et qu'on va arriver je dirais, à des équipes de plus en plus autonomes et responsables. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, le deuxième, c'est un modèle culturel. Rassurez-vous, hein, j'arrête avec les modèles. Ce modèle culturel, c'est un vieux modèle que j'utilise depuis des années et qui dit que finalement nos cultures d'entreprise sont réparties entre les quatre qui sont là. La bureaucratie, tout le monde connaît la bureaucratie, la règle. Ensuite, il y a eu une culture qui s'appelle clanique et qui est la culture de la loyauté. C'est la culture familiale. On a beaucoup d'entreprises en France qui ont une culture clan dominante. Je vais prendre un exemple, Michelin par exemple. Michelin est une superbe culture clan, mais Michelin, c'est aussi une culture marché. C'est-à-dire c'est une culture marché très tournée vers la performance et très tournée vers le court terme. Et l'adocratie, alors le dernier mot, adocratie, c'est un mot qui est un peu bizarre, qui est un mot inventé par Mintzberg, qui est un grand théoricien du management, un prof de stratégie qui est aujourd'hui à la retraite, un Canadien, et qui disait que l'adocratie, c'est l'innovation, c'est une culture. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une vraie entreprise, d'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent pourraient mettre leur entreprise un peu sur sa carte. Où est le barycentre de votre entreprise? Vous voyez, c'est un mélange des quatre, quelque part. Et ce que fait cette crise, pour moi, c'est qu'elle pousse vers l'adocratie. Elle a poussé les entreprises à trouver des trucs. Hein, et forcé, je dirais, dans une situation absolument imprévisible en janvier-février 2020, on a vu des trucs incroyables se dérouler. C'est un peu ça que je vais vous raconter maintenant. Vous voyez, c'est beau ça. Hein, c'est très beau, ça ouvre comme un… Malheureusement, les théâtres sont fermés pour l'instant. Alors, il y a un certain nombre de choses dont on dit qu'elles vont disparaître. Alors, ça demande c'est par exemple des anciennes pratiques managériales comme le statut comme seule source d'autorité. Ça va être une question intéressante parce que précisément, l'une de mes chroniques parlait des héros de l'ombre. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qu'on avait complètement ignorés qui ont pourtant été essentiels dans cette crise. Le mode de management command and control, j'en ai déjà parlé. L'absence de cohérence entre discours et actes. Ça, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de tenir un discours et de pas tenir de pas faire ce qu'on dit. Hein, les Français sont quand même des champions du monde de l'incohérence entre discours et actes. Je vais être un peu dur, là, je suis un peu dur, mais quand même, on n'est pas très bon. Et du coup, là, je pense que cette crise va rendre les gens plus exigeants. Bon, le déficit de transparence et de confiance, c'est ce qui s'est passé avec le gouvernement. Regardez, là, il y a une commission du Sénat qui vient de dire que le directeur de la santé, le directeur général de la santé est fautif. C'est quand même intéressant. Les injonctions paradoxales, évidemment, toute entreprise est truffée d'injonctions, d'un paradoxal. Le manque d'équité, et là, la question de l'équité va être déterminante, à mon avis, parce qu'on va avoir des populations qui ont été tout le temps exposées, hein, les gens de première ligne. Ensuite, il y en a d'autres qui sont évidemment en chômage partiel depuis très longtemps, ça c'est très triste. Et puis, il y a tous ceux que ceux de première ligne considèrent comme des planqués qui sont en télétravail. Alors, vous voyez, toutes ces populations un peu différentes, il va falloir gérer les différences. Et puis,
toute forme de harcèlement, bon, c'est un peu plus général, l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général. Et puis un point très important, c'est le refus de changer soi-même. Parce que je pense que si cette crise provoque des changements profonds, il va falloir que tout le monde change réellement, y compris juste avant de faire ce Zoom, j'étais sur un autre Zoom justement avec Colline Debel, la jeune femme dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle disait que, et c'était sur cette conférence Zoom qui a lieu encore en ce moment, et sur évidemment la préservation la transition climatique, elle disait qu'il fallait changer soi-même, changer ses comportements, puis le manque de vision et courage. Je regarde l'heure, ça va. Pardon, excusez-moi, j'ai fait quelque chose. Ok. J'ai fait quelque chose de bête. Vous voyez tout ce que je vois, je crois. Hein? Oui, oui, on voit tout. Oui, ben justement, c'est pas du tout ce que je voulais. Attendez, j'ai eu un problème. Attendez, je vais me remettre normal. Je sais pas pourquoi. Non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un petit souci. Je suis désolé. Non, non, non. Mais ce qui se passe, c'est que je ne sais pas pourquoi il y a le son qui apparaît. Alors, attends, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si ça continue. Attends, je vais... Allô? Oui, oui, on vous entend bien. Oui, ben, j'ai l'impression que ça a disparu, là, le petit bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le bug. Alors, donc... Refaites partage d'écran. Voilà. Ah, pardon. Oui, Ouais. alors, je vais reprendre le partage d'écran. Voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai eu un petit... Vous savez, le digital, ça n'a jamais été... Ça y est, ça arrive, c'est bon. C'est bon. Mettez-vous en plein écran, parfait. Bon, c'est bien. Alors, là, je vais passer rapidement. Hein. Les enjeux prioritaires pour les managers, et je dirais plutôt à court et moyen terme, c'est assurer le bien-être physique et mental. Là, c'est clair, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses extraordinaires. Même le soutien psychologique, il y a eu des choses formidables qui se sont passées. Je ne sais pas, je suis un peu moins sûr sur le deuxième confinement. Hein, on sent de la lassitude énorme, etc. Bon, j'ai parlé des fractures entre toutes les catégories. Le retour faire des retours d'expérience, ce qui a été fait entre les deux confinements, j'espère qu'on pourra le faire encore plus dans le futur. Il y a des structures d'emploi qui sont, le réseau Oudinot est bien au courant de ça, qui sont bousculées, et il va falloir évidemment, je veux dire, travailler sur les jobs qui vont bouger, qui vont évoluer, les jobs qui vont disparaître. Il y a la question du télétravail. Hein, et moi, je crois que je ne suis pas contre du tout le télétravail. Je crois que c'est quelque chose de mesuré qu'il faut développer. Hein, je suis pour le télétravail d'une certaine façon parce qu'il y a des effets très bénéfiques sur la planète, sur le nombre de trajets qu'on fait domicile-travail. Ça, je l'avais écrit dans le livre de 2008 qui s'appelle l'entreprise mobile. Mais par contre, ce qui est très dangereux, et c'est ce que je disais déjà, c'est évidemment le lien social. Il faut arrêter de croire qu'une réunion Zoom comme nous avons maintenant, je dirais, développe de vraies relations. Hein. D'ailleurs, la dernière chronique que j'ai sortie lundi, là, il y a 10 jours, s'intitule le télétravail en question, la revanche de la relation humaine, parce que je pense qu'on ne fait pas de la vraie relation humaine par Zoom. Bon, il y a évidemment il faut repenser l'organisation. Hein. D'ailleurs, les entreprises sont en train de s'interroger sur le fait de faire disparaître à peu près 30% des surfaces, ce qui est quand même une vraie question. Et puis, sur les partenaires sociaux, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées durant cette crise et qui se passent encore aujourd'hui. Il y a peut-être l'émergence de nouvelles relations, un peu à l'allemande, on peut espérer. Alors, je continue. Les managers, pour moi, sont au cœur de stratégies d'entreprises plus inclusives. Par exemple, tout le monde parle de la mission, les entreprises à mission, etc., de la raison d'être. Je pense que cette crise va peut-être donner aux managers un levier pour faire évoluer leur entreprise. D'ailleurs, à partir de dire, on peut rêver. Les chaînes de valeur qui sont évidemment repensées, et la question de la relocalisation. La transition climatique, effectivement, je viens d'en parler, mais j'ai bien aimé pour une fois le livre de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, là, qui est sorti en juin 2020, et dans lequel ils sont quand même relativement positifs, ils ne sont pas que négatifs. Et puis, je pense que cette crise va
quand je dis inclusive, je dis c'est la participation des collaborateurs de façon beaucoup plus étroite. Et j'aime bien le concept de sagesse des foules de Émile Servan-Schreiber dans un livre de 2018, parce qu'on a vu dans cette crise, effectivement, des gens prendre la parole. Et c'est ça qui est très intéressant, beaucoup plus que par le passé. Et puis j'aime bien, évidemment, là, je l'ai cité, la Vinit Nayar, dans son livre Employé d'abord, client ensuite. Il se trouve qu'hier, j'ai assisté à une présentation de Vinit Nayar. Il était en ligne en Inde dans de gros événements entrepreneurial. J'avais le lien et je l'ai écouté pendant 30 minutes. Et bien, il répète la même chose. Il dit que le seul capital important, c'est évidemment le capital humain, et c'est par lui qu'on va créer du nouveau business. Donc, vous voyez, lui, il est très, très pragmatique. Alors, il y a, je trouve, ce phénomène de la solidarité qui a été observé dans le premier confinement et aussi un peu dans ce deuxième, mais c'est le premier qui a été le plus révélateur. Et puis, c'est toutes ces entreprises qui ont créé des choses, qui ont aidé les hôpitaux, produit du gel hydroalcoolique. Et puis, je prends l'exemple de la boulangerie de Nice, qu'on voyait régulièrement, je crois, sur France 2, on la suivait. Et je pense que ce mouvement de solidarité peut s'inscrire dans un certain nombre d'actions, l'aide aux fournisseurs pour réduire leur empreinte écologique, l'amélioration du pouvoir d'achat des clients, on peut faire aussi des efforts, les emplois qui sont menacés, ça je pense qu'on a un vrai souci sur les emplois qui vont disparaître, et puis un certain nombre de choses. Et là les héros de l'ombre dont j'ai parlé, que j'ai évoqué là déjà, ces héros de l'ombre dont on a redécouvert l'importance cruciale, et peut-être qu'on pourrait imaginer sérieusement de revaloriser leur rôle, leur fonction, et pourquoi pas leur rémunération. Et puis la conciliation des exigences du travail et de la vie familiale. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ont été révélées, et j'ai ma conviction que comment dirais-je, cette crise est aussi une forme de test de ces entreprises qui ont écrit leur raison d'être, déclaré leur raison d'être, et même de l'entreprise à mission. Par exemple, Yves Rocher, qui a été quand même, il faut le savoir, la première entreprise à mission en France en décembre 2019, donc il y a un an, hein, et la Maïf en juillet 2020, et qui avait, vous vous souvenez sans doute, la plupart d'entre vous, avait reversé à ses sociétaires, y compris à moi, puisque j'ai reçu une lettre un jour de la Maïf me disant que j'avais 68 € et 68 € de remboursement, et on me proposait de donner ces 68 € à l'une des 3 associations ou de la garder pour moi. Et il se trouve que je connais très bien le DG de la Maïf, Pascal Demurger, et il disait en septembre, dans 2 interventions dans lesquelles j'étais avec lui, qu'il y a eu à peu près 35% des clients de la Maïf qui ont versé, ça veut dire 65%, 2 tiers n'ont pas versé, mais il dit on peut être optimiste, ils ont peut-être versé à d'autres associations que celles que… Alors après, vous avez évidemment, et là c'est quelque chose qui a été sans doute très très étonnant, c'est surtout dans le premier confinement, mais sans doute aussi dans ce deuxième qui est quand même beaucoup plus light, hein, c'est cette capacité des gens à prendre des initiatives, quoi. C'est absolument incroyable. Alors je prends l'exemple du fameux masque qui est le masque Easy Breath, le fameux masque Decathlon qui a été une vraie innovation chez Decathlon. Eh bien, ce n'est pas du tout Decathlon qui a inventé le fait que ça aille sur des respirateurs, c'est évidemment une équipe de soignants et une start-up en Italie qui a inventé. Du coup, Decathlon, rappelez-vous, au mois d'avril, avait bloqué la vente de ces masques par Internet, puisqu'il y a eu du click and collect très tôt chez Decathlon, et qui a fait en sorte que ces masques aient été donnés dans les hôpitaux, etc. Bon, moi, je trouve qu'il y a une idée dans cette crise qui me plaît, c'est qu'il y a des idées disruptives, et on a pratiqué ce qu'on appelle le corporate hacking, c'est-à-dire on a dérogé aux règles, hein, y compris pour les RH d'ailleurs. Évidemment, ce qui me semble important, c'est qu'il faut faire le deuil de pratiques antérieures, et puis on doit toujours échanger avec les pairs. Et puis alors, ce que je pense intéressant, c'est un livre là, qui est sorti en août 2020 qui s'appelle Humanocracy. C'est Gary Hamel qui l'a écrit. Je trouve très intéressant ce bouquin. Et en fait, on en est à faire la traduction de ce livre avec une des personnes, je crois qu'elle a été auditrice, je ne sais pas si elle y est toujours, de ce webinaire, et en fait Humanocracy, ce qui est en fait une remise en cause de la bureaucratie, mais au sens américain du terme. La bureaucratie, c'est plutôt la culture bureaucratique de nos entreprises et non pas la bureaucratie à la française.
Alors après, je trouve que cette crise est peut-être l'occasion de développer un management par la confiance, hein, parce que cette question du télétravail que j'évoquais tout à l'heure peut être un formidable levier, effectivement, de libération, d'autonomisation, etc. Mais sans confiance, je crois que c'est juste une grosse plaisanterie, hein. On a vu d'ailleurs que le télétravail donnait lieu à des formes de contrôle beaucoup plus poussées qu'en présentiel, et notamment ces fameux logiciels vendus par les Américains de contrôle automatique. D'ailleurs, HSC a eu un petit problème au mois de juin. Rappelez-vous, il y a eu des étudiants qui se sont quasiment mis en grève parce qu'il y avait un contrôle automatique par un système de prise de photos toutes les 10 secondes de leur épreuve d'examen. Donc, vous voyez, donc inspirer confiance, d'ailleurs, c'est quoi? Je veux dire, la confiance, c'est inspirer confiance, faire confiance et avoir confiance en soi, hein. Et on a sorti avec 4 collègues, 4 amis, un livre qui s'appelle Le management par la confiance, et dont on prend je dirais, quelques idées ici. Par exemple, la confiance, ça permet de faire face à l'ambiguïté, la complexité, augmenter la capacité de changement, aider à l'apprentissage, l'innovation. Donc là, vous avez un certain nombre d'idées dans cet ouvrage, et vous voyez plusieurs leviers qu'on décrit d'ailleurs dans des fiches. Il y a un certain nombre de fiches pratiques. Nous avons 30 fiches pratiques sur ces thèmes comme l'exemplarité, l'humilité, la prévisibilité, etc. Alors, il y a quelque chose aussi qui me semble intéressant, on l'a vu dans un certain nombre, je dirais, d'exemples d'entreprises. D'ailleurs, vous verrez à la fin, là, il y a 2 livres auxquels j'ai participé sur la Covid, qui sont les résultats d'expériences d'entreprise qui ont été consignés dans ces 2 petits ouvrages qui sont sortis le premier en juillet, le deuxième en septembre 2020. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est, par exemple, dans ces cas, on parle de frugalité. Donc, ça veut dire, et la frugalité, ça ne veut pas dire ascétisme, hein. Et ce qui me frappe, c'est par exemple l'exemple du groupe SOS qui a été créé et géré en mode frugal depuis 35 ans. Le groupe SOS, c'est la plus grande entreprise sociale et solidaire en Europe, avec plus de 17 000 salariés. Et je veux dire, c'est quand même intéressant. Et j'ai été au mois de juin dans leur siège parce que j'animais un webinaire avec le président de SOS. Et j'ai été surpris par ce siège, une société de 17 000 personnes, aussi frugale, je n'avais jamais vu, hein. Et puis la bienveillance, j'aime bien l'idée de bienveillance. Et en fait, on s'aperçoit dans le livre, vous voyez, Autissier et collaborateurs en 2020, c'est dans les ouvrages que je viens d'évoquer, vous avez beaucoup d'entreprises qui parlent de bienveillance. Donc peut-être que nous avons un mouvement vers la frugalité et la bienveillance, et puis ça se traduit par une posture que j'appelle servant leader. Et servant leader, ce sont des leaders qui sont en posture basse, donc qui sont beaucoup plus en posture humble, on va dire. Alors, bon, j'ai déjà parlé de la RSE, je crois que je vais sauter, mais je pense que nous avons effectivement je dirais avec cette crise, la prise de conscience que l'environnement, hein, puisque tout le monde dit que cette crise sanitaire, c'est finalement une crise environnementale. Donc, on va sans doute amener à réfléchir à un certain nombre je dirais, d'actions que nous faisons dans nos entreprises, par exemple, relire, par exemple, des questions autour de la chaîne de valeur, des relations clients-fournisseurs, etc., à l'aune des enjeux de la RSE. Et puis, comme vous le savez certainement, mais Pascal Demurger, le directeur général de la Maif, avait publié il y a un peu plus d'1 an, c'était je crois en août 2019, un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Je pense qu'il va dans le sens de l'histoire et je pense que la crise lui donne raison. Alors, c'est bientôt terminé, rassurez-vous. C'est peut-être un retour de l'humain, c'est ce que je veux dire ici. Alors, je dis dans les comités de direction, il faut être optimiste, mais c'est sans doute, je pense que les DG, enfin les dirigeants ont découvert qu'ils avaient des humains parce que les humains sont mortels. Et là, la crise, enfin la pandémie nous a amenés dans des situations évidemment de forte tension, hein, y compris d'ailleurs pour le retour, parce qu'un certain nombre de collaborateurs ne veulent pas revenir, peut-être à juste titre, en raison des risques qu'ils éprouvent à titre personnel. Donc les enjeux, par exemple, de santé et de sécurité au travail sont devenus essentiels. Donc c'est sans doute une bonne nouvelle. J'aimerais que l'humain ne revienne pas que pour des problèmes de sécurité et de santé au travail. Je voudrais que, enfin, c'est ma conviction depuis plus de 30 ans, hein, c'est de donner à l'humain une vraie place dans les CODIR et dans tout ce qui est instance dirigeante, hein. Donc en fait, on a
on a un certain nombre je dirais de possibilités d'action. Je vais pas développer. Alors, une conclusion, vous voyez, je suis quasiment à 40, c'est bien. C'est comment transformer des contraintes en opportunités. Alors, c'est un peu une réflexion plus personnelle en tant que manager. Là, c'est plutôt rechercher des opportunités. Je pense qu'il faut, effectivement, si on est capable de rechercher des opportunités, c'est démontrer qu'on fait preuve de résilience, soi-même, mais aussi d'entraîner son équipe. Travailler sur soi, hein, se remettre en cause. Je pense que on a tous été touchés par cette crise, parce que la différence de cette crise avec notamment la crise de 2008, c'est qu'elle a d'abord touché tout le monde et que c'est un impact totalement personnel. On le voit bien. On a tous eu des cas dans nos familles de gens en situation très fragile. Communiquer, informer pour rassurer. Donc ça, quand on est manager, je pense que c'est rassembler les énergies autour d'un projet commun de sortie de crise, parler vrai, faire preuve d'humilité, renforcer la proximité, y compris digitale, y compris la présence. Alors, présence sur le terrain, c'est un peu plus compliqué en digital. Alors, j'explique ce que veut dire MBWA. MBWA, ce n'est autre qu'un acronyme utilisé par Hewlett-Packard il y a à peu près 25 ans, vous vous rendez compte, ce n'est pas jeune, et qui parlait de Management by Wandering Around. Donc, c'est le management par la promenade. Et c'est directement en lien avec le point suivant. Je pense que finalement, tout ce qu'on fait avec ces outils digitaux, hein, ça, je veux dire, ne remplace pas la relation humaine. Donc, la relation humaine, c'est évidemment très important. Prendre soin de son équipe quand on est manager, et y compris quand on a des relations que digitales en ce moment, et reconnaître les contributions individuelles. Cette question de la reconnaissance, elle est clé. C'est finalement la question de l'équité que j'évoquais tout à l'heure. Hein, l'équité, tout le monde confond équité et égalité. On est habitué en France à ce concept d'égalité, d'ailleurs c'est sur nos mairies, mais l'équité, ce n'est pas facile parce que c'est vraiment la reconnaissance des contributions et toutes nos générations, surtout les plus jeunes, sont sensibles à cette question d'équité. Bon, capitaliser sur les réussites acquises, je crois que c'est ce que disait un des grands théoriciens du changement, John Kotter. Il disait rien d'autre que si vous voulez réussir un changement, il faut montrer que ça marche un peu. Et donc avoir des petites réussites, aller à l'essentiel, revenir aux fondamentaux, hein, et continuer à faire confiance et renforcer l'autonomie des personnes. Et je termine avec une page de pub. Une page de pub avec les deux livres à droite et à gauche, complètement à droite et complètement à gauche. C'est deux petits ouvrages qui sont sortis très vite par MA Édition chez SK. Et donc, ils m'ont demandé de les aider à organiser, à les coordonner. Et puis, il y a un gros livre au milieu sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, qui n'a rien à voir avec les sujets, encore que avec… mais j'y ai simplement mis une patte ce livre, je ne l'ai pas vraiment écrit. J'ai aidé à coordonner le livre, à faire ce qu'on appelle de l'édition. Donc, j'ai aidé mon collègue Michel Barabel, le premier auteur, à faire ce livre, et on a travaillé une partie du confinement sur ce livre. Et puis, le dernier, c'est le management par la confiance, qui est un petit ouvrage paru chez Erol, et auquel, là, j'ai mis une belle patte. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Merci Charles-Henri. Bon, Merci Charles-Henri. j'ai un peu couru, mais ça donne l'occasion de faire à peu près une vingtaine de minutes de discussion. Très bien. Donc, j'ai remis Anne en mode où elle peut reprendre la parole. Donc, on va regarder un petit peu les questions qui sont posées et puis on va échanger ensemble. Oui. N'hésitez pas maintenant à interagir. Si spontanément vous avez une question à poser, à ce moment-là, simplement vous cliquez sur votre petit micro et c'est bon. Anne, à toi. Tu peux parler, Anne, c'est bon, ton micro est ouvert. Ah, j'aime bien cette… Attends, je vais te dire, je lis Anne-Laure Doué qui dit « Injonction paradoxale et harcèlement, il y a du boulot, y compris dans l'entreprise dite libérée ». Alors, Anne-Laure, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, hein, parce que je pense qu'on a été… je veux dire, l'idée de l'entreprise libérée était une bonne idée, je veux dire, c'est évident, mais comme je l'ai dit un jour à Isaac Getz, je lui dis « Mais tu ne fais que recycler des concepts qu'on a depuis les années 30 ». Je parle de 1930, hein, puisqu'on a quand même un ouvrier devenu un penseur qui s'appelle Hyacinthe Dubreuil, qui parlait déjà d'autonomie, de responsabilité et de confiance. Voyez. Donc, voilà, il y a beaucoup de messages. Anne? Et pourtant, son micro est ouvert. Alors,
Attendez, je lis, moi j'en profite pour lire les choses qui sont arrivées. Le son est mauvais. Ah bon, j'espère qu'il a été meilleur. Non, ça grésille un peu, mais ça va. Non, non, ça va. Ça va. Bon, d'accord. Bah, écoutez, oui, le télétravail, il doit être équilibré. Je suis complètement d'accord avec la personne qui le dit. Il ne s'agit pas de rejeter le télétravail, mais je ne crois pas au 100% télétravail, sauf dans certains métiers exceptionnels, etc. Je suis un vieux convaincu de la relation humaine. Hein. Je ne crois pas, ces apéros Zoom sont juste des grosses plaisanteries pour moi. Hein. Ben oui, le télétravail apportera des solutions valables dans de nombreux domaines, mais on voit déjà des conséquences socio-psychologiques graves. Hein. Il ne peut pas être généralisé. Ouais. Généralisé, pourquoi pas, mais adapté, mais pas à 100%. Je suis complètement d'accord. Hein. L'équilibre entre le distanciel et le présentiel est indispensable, bien sûr, mais il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une règle. Je pense qu'un équilibre autour de, j'allais dire, de 2 jours par semaine, voire peut-être 3, peut-être imaginé, mais ça dépend des métiers, ça dépend des cultures. Hein. Et d'ailleurs, sur mon modèle culturel, je pense qu'on n'a pas la même réponse au télétravail entre la culture clan, donc une culture basée sur la famille, sur la loyauté, et une culture marché qui est beaucoup plus court terme, qui est plus… Hein. Alors là, il y a toujours Anne-Laure là, qui dit « Télétravail parfaitement adapté à certaines tâches. Il existe des outils de collaboration à distance très intéressants. » Oui, sans formation et sans mix entre les deux. Vous savez, les technologies, hein, j'ai toujours écrit parce que j'ai eu une chaire sur le nomadisme, donc je crois l'avoir dit en introduction à HEC. Moi, quand j'ai pris la chaire que m'a proposé Bernard Ramanantsoa, qui était le directeur général à l'époque, moi je lui ai dit « Je veux bien la prendre avec une conviction, c'est d'organiser les travaux de recherche sur une école de management qu'on appelle l'école socio-technique. Et l'école socio-technique, depuis les années 1950, vous voyez, elle est vieille, dit qu'une chose importante, quand on met en place un système technique, il faut aussi en même temps s'intéresser au système social, humain, organisationnel. C'est quand même incroyable qu'on met en place, par exemple, des outils de collaboration, comme dit Anne-Laure, hein, des chatters, des yammers, etc., et qui ne fonctionnent pas. Et ils ne fonctionnent pas, c'est-à-dire il y a peu de gens qui réellement collaborent, tout simplement parce qu'on n'a pas préparé l'organisation. Donc, si on fait une préparation, etc., il n'y a pas de problème. La technologie est formidable. J'ai toujours dit la technologie est une condition nécessaire, mais jamais suffisante. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui écrit « La crise a révélé que la première qualité de tous est l'adaptabilité. » Ben oui, pour le moins. Hein, quand le 16 mars, on a annoncé qu'on fermait tout, il a bien fallu trouver des solutions. Hein. Je regarde, Salomon, propos, préoccupation. Sous-titre comme un discours présidentiel, ça veut dire quoi ça? Christophe, je vois quelqu'un qui fait sous-titre comme un président. Oui, j'ai vu ça non plus, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, donc s'il peut prendre la parole. Anne, est-ce que tu veux parler? Alors, Anne? Christophe, c'est quand le petit logiciel qui sous-titre, en fait, c'est ce qu'il utilise pour le président. Et il a été mis en marche, mais c'était un épiphénomène. Ah, d'accord, oui. Il y avait votre speech qui apparaissait en sous-titre. Oui, je sais, mais je crois que c'est une fonction du Mac. J'ai dû activer un truc sur le Mac. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était juste anecdotique. Oui, c'était très drôle d'ailleurs. Alors, définition d'entreprise à mission. Il y a Jean-Pierre là qui me demande VS les autres. Ben, il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui est sortie en avril de 2019. Il y a presque 2 ans, un an et demi, et qui la définit très clairement. C'est une entreprise, je veux dire, pour faire simple, c'est une entreprise qui inscrit dans son projet, en quelque sorte, les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes. Mais sérieusement, je veux dire, l'entreprise est définie en mission, c'est-à-dire que c'est quand même dans les… grosso modo, il faut passer en assemblée générale, tout ça. Yves Rocher, d'ailleurs, l'a fait. Et il se trouve que je connais très bien le DGRH d'Yves Rocher, qui a été un des acteurs importants pour Yves Rocher, mais ce n'est pas par hasard, parce que Yves Rocher est une entreprise, je dirais, clinique, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui est aussi, attention, adocratique et marché, je veux dire, elle a tous les autres, mais une entreprise qui est aussi, je dirais, tournée vers…
par exemple, la nature, parce que c'est leur mot d'ordre aujourd'hui, hein, leur raison d'être, c'est véritablement je veux dire, rendre service à la nature, etc. C'était du pain béni pour eux. Ça semblait assez évident. Une entreprise qui, comme Carrefour, a défini sa raison d'être, c'est déjà plus compliqué, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est… Hein. Alors, Danone, il y a quelqu'un qui me dit Danone. Bonne question. Je suis un peu réservé, parce que je pense qu'il y a de bonnes intentions. D'ailleurs, chez Danone, je vous signale que Danone US est devenu une bicorp, parce qu'il y a tout le mouvement que je n'ai pas évoqué, qui est le mouvement des B Corporations, hein, qui sont des entreprises qui vont dans le mouvement de l'entreprise à mission. Et Danone US, en fait, est devenu l'une des principales B Corp, une grosse entreprise. Mais au niveau de Danone, je pense qu'ils ne sont pas encore officiellement entreprises à mission, sauf erreur. C'est peut-être qu'ils n'ont pas encore, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que cette crise, pour toutes les entreprises qui ont déclaré leur raison d'être, etc., c'est quand même ce que j'appellerais un stress test. Hein. On ne peut pas tenir certains discours et puis avoir des attitudes. Alors, il y a 50 messages. Corporate hacking. C'est Anne, justement. Le corporate hacking, oui, c'est une définition. Il y a un livre paru chez Diateno, un petit éditeur que j'aime beaucoup, hein, qui publie peu de livres de management, mais je les ai trouvés tous depuis une dizaine d'années assez exceptionnels. Il y en a un qui s'appelle le Make Storming, le guide du corporate hacking. Et le guide du corporate hacking, c'est de déroger à certaines règles de l'entreprise, donc de faire du hacking, si vous voulez, mais sans être sans passer par l'illégalité. C'est-à-dire qu'on fait plus vite et donc on a il faut être clair. Ah, il y a quelqu'un qui dit il faut lire mon livre Management, le management par la confiance. Voilà, merci, parce que alors donc on a des concurrents, hein, intelligence émotionnelle, on me dit. Ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Je suis désolé. Alors, il y a mon amie Nelly là, qui dit dans le message d'après qu'elle travaille, c'est elle qui travaille au livre de l'humanocratie, et donc elle confirme l'intérêt de l'ouvrage. Merci Nelly. Il y a également quelqu'un qui me dit Leadership et confiance, le bouquin d'Alain ou d'Aline Armand est une référence en matière que je ne connais pas. Voilà. Il y a Goldman, effectivement, sur l'intelligence émotionnelle. Il y a Oser la confiance avec Vincent Lénard. Oh là là, on me fait toute la… OK. Entreprise politique, que veut dire le patron de la Maïf? Alors ça, c'est intéressant parce que dans son livre, en fait, c'est que l'entreprise a une responsabilité sur la société. C'est l'idée, hein, c'est qu'elle sort de sa mission de corporate, de business en quelque sorte, et elle a la responsabilité de traiter un certain nombre de s'occuper d'un certain nombre de problèmes de la société, mais évidemment dans des limites. Attention, hein, c'est pas le rôle de l'entreprise de ne s'occuper que d'entreprise, mais c'est l'idée que on travaille avec les parties prenantes, qu'on est vous voyez ce que je veux dire, c'est une ouverture complète de l'entreprise. D'ailleurs, je vous signale qu'à propos d'entreprises qui s'intéressent, qui satisfont d'une certaine façon les autres parties prenantes, c'est une définition des patrons américains, c'était en août 2019, on fait complètement changer la définition de ce qu'est une entreprise en disant que l'entreprise n'est plus seulement faite pour satisfaire l'actionnaire, qui a été la règle, le dogme pendant plus de 30 ans, hein, mais également doit satisfaire l'ensemble des autres parties prenantes, y compris la société. Alors, on me dit le groupe SOS, c'est B de Gardel, qui me dit est une association qui reçoit des subventions de l'État, c'est-à-dire de nos impôts. Ben oui. Et Isabelle qui rajoute après, veillons à l'authenticité des discours en suivant les actes. Ben oui, c'est la cohérence. Que veux-tu dire BDG? Alors BDG, c'est… Je vais répondre parce que j'ai regardé ce groupe, je regarde ce groupe depuis pas mal de temps et j'ai pris un article qui est donné dans Alternative économique, donc c'est des articles dans Libération, et c'est vrai que c'est une association dans laquelle il y a beaucoup
de nébuleuses. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop qui est actionnaire. Alors, c'est une association. Enfin, il y a un trésor de guerre de 500 millions d'euros. Voilà. Donc, est-ce que c'est un exemple à suivre? Est-ce que c'est une entreprise libérée? Moi, je suis très sceptique. Ah non, je n'ai pas parlé d'entreprise libérée, hein, monsieur. Oui, ou entreprise. Oui, mais non, j'ai été étonné, alors encore une fois, à la fois par les échanges que j'ai eus, notamment avec le directeur général et avec un certain nombre d'autres personnes de son équipe, et surtout les visites. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Hein, je veux dire, et j'ai eu une certaine émotion en allant les voir dans leur siège. J'avais jamais vu un siège de 17 000 personnes aussi modeste dans le 11e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt une forme d'intuition. Ça se base. Et quand je lui ai soumis l'idée de la frugalité, il dit oui, c'est la façon dont on fonctionne. Alors maintenant, vous avez raison. Tout n'est pas, vous savez, c'est pas non plus l'entreprise bisounours. Il doit y avoir, mais c'est quand même 17 000 salariés. Hein. Oh là là, je vois 62 messages. Oui, moi je crois que j'ai eu un problème avec mon PC au niveau du son. Donc, oui. Les échanges étaient très intéressants. Charles-Henri, vous avez pris tous les commentaires, donc c'est parfait. Il y a encore une ou deux petites questions qui ont été posées. Peut-on explorer des solutions universelles sans tenir compte de la taille des entreprises et de la sectorisation? Mais bien sûr. Bien sûr. Attendez, les pistes, les quelques pistes que j'ai proposées, je veux dire, bien sûr qu'il faut tenir. C'est pas le one best way managérial, surtout pas. Je crois que chaque entreprise a une histoire, chaque entreprise a sa culture. Vous voyez, j'ai fait la différence par les cultures, mais bien sûr qu'on a des différences selon les tailles, selon les expériences des uns, selon les secteurs. C'est-à-dire, c'est facile de faire de l'innovation quand on s'appelle Google. Hein. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans un secteur très très traditionnel qui a été impacté en plus par, je veux dire, lourdement. Donc, en fait, Anne, ce que je veux vous dire, c'est évidemment qu'on a je dirais, une réflexion à faire. Il ne faut surtout pas copier les modèles. Oui, attendez, il y a un truc qui est très difficile, je veux dire, que j'ai trouvé depuis quelques années compliqué, c'est le changer en faisant par la méthode du benchmarking. Le benchmarking, qu'on aille regarder ce que font d'autres, qu'on apprenne d'autres, et notamment les deux petits ouvrages que j'ai cités sont intéressants, parce que ce qui m'a paru intéressant dans ces ouvrages, c'est essentiellement des histoires d'entreprises pendant le premier confinement, pour le livre qui est sorti le début juillet, et ensuite, ça a été les histoires d'entreprises après, à la sortie du confinement, vous voyez, sur mai et juin. D'accord? Donc, et ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque entreprise qui est citée dans ces ouvrages, enfin, elles se sont racontées en quelque sorte, chaque entreprise est différente. Il n'y a aucune règle absolue. Je crois qu'il faut être prudent. Hein, d'où d'ailleurs, je vois un commentaire encore une fois sur l'entreprise libérée. Je crois qu'on a voulu montrer qu'un seul modèle était viable, c'était celui de l'entreprise libérée. Je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, Michelin, vous voyez, a refusé le concept d'entreprise libérée et parle de responsabilisation. Ils sont beaucoup plus modestes. Hein. Oui. Alors, encore une autre question assez précise. La crise qui va donner lieu à des faillites en cascade ne va-t-elle pas créer à nouveau des failles entre certains salariés et l'entreprise? Oui. Non, mais là, je la vois, je vois la crise qui prépare certainement. Là, je l'ai dit, là, les restructurations, les fortes évolutions des structures d'emploi qu'on va avoir vont générer évidemment des différences de traitement qui vont être assez… Ah, vous bougez, Anne. Voilà. Oui, parce que j'ai plus de batterie. D'accord. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est oui. Et j'écoute. Non, il va y avoir des failles, d'où une responsabilité des managers, des DRH en particulier, d'essayer de gérer ces situations qui vont être très difficiles, je dirais, avec le maximum, je dirais, j'allais presque dire, de courage. Alors, c'est difficile de parler de bienveillance dans des situations. Oh là là, vous bougez beaucoup là. Oui, je ne bouge plus, Ah oui, il faudrait éteindre votre écran parce que ça fait bizarre. Ça y est, me voilà. Voilà. Donc le cours de yoga qui commence.
Voilà, c'est le cours de yoga. Mais ce que vous dites, c'est vrai, il va y avoir des failles, d'où ce que j'ai dit, des failles, par exemple, entre ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont en première ligne, et on a de plus en plus de ressentiment. Donc la question, et vous voyez, c'est la question de l'équité, c'est-à-dire qui a vraiment contribué, le plus contribué. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oui, le fondateur de Favi a fait des conférences à PM Suburb. Oui, sauf que c'est ce fondateur, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, qui dit, et je l'ai vu même à l'ESCP il y a 3 ans, sur une conférence sur les entreprises libérées avec Isaac Getz, dire quand même que les RH sont des parasites. Alors là, ça, je ne peux pas tolérer. Je le dis, je trouve ça scandaleux d'aller dire et d'aller colporter, parce que je suis quand même un défenseur de la fonction RH, même si elle a toujours été malmenée. Et je trouve inadmissible d'aller raconter et écrire que les RH sont des parasites. Hein. Voilà, essayez de faire… Ah, si, alors on me dit Danone est une entreprise à mission votée en AG. Alors d'accord, très bien, ben, vous avez… voilà. Est-ce que vous avez une autre… Là, il est presque 20 heures. Alors, moi, j'ai une question sur les soft skills. Oui. Est-ce que Charles-Henri, le monde d'après, comme on l'appelle, va voir se développer de nouvelles compétences? Bah, écoutez, il n'y a pas que la crise. Hein, je vais être clair, la crise sans doute va c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais par exemple des postures de servant leader. Hein, c'est quand même une posture quand même un peu bizarre en France d'être au service d'eux. Un servant leader, c'est un leader en posture basse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Or, en France, nous avons quand même une attitude quasiment inverse. Et d'ailleurs, c'est un trait culturel, des cultures latines, donc ce n'est pas une grande découverte. Hein. Par contre, sur les soft skills, moi, je pense que la marche ou la part prise par l'importance des soft skills a déjà démarré, je veux dire, bien avant la crise, bien avant la pandémie. Et une raison à ça, je vais vous dire, c'est malgré tout, et j'aime bien ce qu'a fait un jeune qui a créé une structure qui s'appelle le Lab RH, c'est une fédération de start-up RH, et c'est Jérémy Larammery, voilà, il s'appelle. Moi, je vous conseille de lire son bouquin qui s'appelle Les compétences du 21e siècle. Hein, qui est un livre qui est sorti il y a 3 ans déjà, et dans lequel il parlait de l'importance des soft skills, en particulier des soft skills comme la créativité, la communication, vous voyez, des choses aussi simples. Mais bien sûr que dans le monde de demain, on va donner sans doute plus d'importance, je dirais, à l'importance relative des soft skills. Et je pense d'ailleurs que nos institutions, nos écoles, et en particulier les écoles de management, c'est le milieu que je connais le mieux, doivent renforcer quelque part la sensibilisation et l'enseignement, si on peut, de soft skills. Mais le problème des soft skills, c'est que ça ne s'enseigne pas forcément facilement. Hein. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence situationnelle pourrait remplacer l'intelligence émotionnelle? Écoutez, je ne vais pas prendre trop position. Vous avez raison. Alors moi, il y a des écoles de pensée. Je vais faire très attention. Je dirais qu'on a peut-être besoin des deux, hein, d'une certaine façon. Bien sûr. Par contre, là, vous venez de dire un mot qui est important. Je pense que cette crise a révélé, d'une certaine façon, l'importance de l'émotion. On a tous été émus par des situations, évidemment, soit dramatiques, soit formidables. Vous voyez ce que je veux dire, en positif ou en négatif. Mais ça, c'est sans doute quelque chose qui va aussi rester. Hein, alors, je sais, l'intelligence situationnelle, bien sûr, c'est la compréhension et on le voit bien quand on veut. C'est ce que j'ai dit un peu là tout à l'heure, à la fin de mon intervention, il y a des éléments qui ressortent de l'intelligence situationnelle, mais aussi de l'intelligence émotionnelle. Et les deux sont imbriqués. Hein. Oui, je pense que les deux sont imbriqués. C'est pour ça que je ne veux pas faire une grosse différence. L'important, ce qui me semble, c'est que le dirigeant, le manager de demain, il aura à gérer cette complexité des soft skills qui sont quand même beaucoup plus évidemment difficiles à enseigner, à développer, etc. C'est beaucoup plus simple de faire un cours de comptabilité qu'un cours de leadership. Et encore, je pense que le leadership, je suis un peu prudent. Est-ce que le leadership, ça s'enseigne? Ça, c'est une vraie question. Et pour être très franc, j'ai beaucoup aimé un livre. D'ailleurs, je l'ai dit un jour dans une intervention, dans une réunion interne sur un des programmes que nous avons à HEC, c'était il y a quelques années, quand des profs de leadership à côté de moi faisaient l'apologie du leadership, et j'ai dit devant 40 personnes,
et devant eux, leadership equals bullshit. C'est-à-dire leadership, c'est de la merde. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'institutions qui se gaussent de faire beaucoup d'enseignement en leadership et qu'il faut être prudent. Le leadership est une notion tellement importante, vous voyez, qu'il ne faut pas la dévaloriser en quelque sorte. Voilà, je suis un peu cash peut-être. Hein. Ah non, 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 au contraire. Non, mais attendez, comme on dit, bon, je crois que l'aberration, on me dit, est excellent, oui, absolument. Bon, alors. Merci Charles-Henri, on va conclure là-dessus. Hein, donc, c'était un vrai sujet. Mais c'est vrai que le leadership, c'est quelque chose qui se développe, qui se cultive, s'enseigner, peut-être pas, mais en tout cas qui se travaille et qui est amené à se développer. C'est ce qu'on essaie de faire au réseau Dino aussi, tous les jours. Ben oui. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage qui, je pense, a été très enrichissant. Pour info, on a été 133 ce soir au plus haut. Donc, preuve qu'en tout cas, ce sujet interpelle et mobilise. Mille merci encore, Charles-Henri, de nous avoir donné 1 heure de votre temps pour échanger ensemble. Je rappelle… Oui, alors ce que j'ai fait… Oui, Charles-Henri. Je vais vous envoyer le PDF parce Très que bien. la présentation est trop lourde si je vous la mets en PPT. Hein. Donc, on pourra la communiquer aux personnes que vous voulez. Hein. Ok, super. Alors, je rappelle pour les membres du réseau Dino qu'ils ont un rendez-vous la semaine prochaine avec un autre intervenant à HEC qui est Nicolas Lemoine, qui nous parlera de comment réussir ses 90 premiers jours dans sa prise de poste. Et Nicolas Lemoine est directeur exécutif de ce programme pour les différents MBA et Masters à HEC. Absolument. Et vous pouvez, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le réseau Dino, tout simplement aller nous visiter sur notre site internet. Et je vous donne rendez-vous à d'autres conférences un petit peu plus tard. Et je vous souhaite en avance de bonnes fêtes de fin d'année malgré le confinement. À très très bientôt et merci encore. Si Noël sera possible, pas le premier de l'an. Bien. Merci. Merci beaucoup.